un homme a décidé de soutenir ce qu'a dit le chef d'état-major des armées françaises, cet homme a été député, il a été sénateur, il a été plusieurs fois ministre sous Nicolas Sarkozy. Il vient paradoxalement plutôt de la gauche, il a été maire de Mulhouse, il s'appelle Jean-Marie Bockel et il a perdu son fils en 2019 au Mali, dans une opération militaire qui était, je crois, Barkhane, dans un accident d'hélicoptère. Donc il est meurtri dans sa chair. Il sait ce que c'est, quand le chef d'état-major parle de perdre ses enfants, il sait ce que c'est. Il nous raconte déjà dans un premier temps, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure vers 11h30, il nous raconte ce que c'est que perdre un enfant et dans quel contexte il l'a perdu. C'était une opération au sol contre des djihadistes et qui était appuyée par 2 hélicoptères de l'armée française, donc de la LAT, un tigre et un puma, enfin un cougar, que pilotait d'ailleurs mon fils. Et il y a eu une collision en vol en nuit noire dans cette circonstance. Voilà, il y a eu 13 soldats donc morts pour la France le 25 novembre 2019. Avant qu'il nous parle de Fabien Mondon, le général, qu'il connaît bien, le chef d'état-major, le premier gradé de France, général François Chevancy, je sais que vous en avez parlé toute la semaine, puisque ça a été l'électrochoc de la société française, mais dit-on, quand on est chef d'état-major des armées françaises, dit-on à 68 millions de Français qui vont bosser, qui regardent TikTok, qui regardent Instagram, qui regardent leur tablette pour voir la dernière série sur Netflix, est-ce qu'on leur dit, les amis, il va falloir que vous soyez conscients, prêts à perdre un enfant. Donc vous parlez à des enfants qui pensent à leur papa, à leur maman, puisque les mamans font la guerre également. On parle à des frères qui peuvent perdre un frère, une sœur, à une épouse qui veut perdre son mari, à des grands-parents qui peuvent perdre leurs enfants ou leurs petits-enfants. Est-ce qu'on dit ça à 68 millions de Français, mon général? Ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir. Si on voulait avoir un effet pour qu'on s'intéresse au discours du général Mondon, je pense que l'effet a été obtenu. Peut-être qu'il aurait fallu bien préciser qu'on ne parlait que de l'armée de métier. Le fils du sénateur Bockel, du ministre Bockel, était officier, il était de métier. Et je dirais que les Français sont habitués depuis 1996, 2000, de se dire, bien, la guerre, c'est pas nous. Ce sont les professionnels, ils sont payés pour. On les aime bien, mais ils sont payés pour et que ça ne vient pas nous déranger notre vie de tous les jours. Et moi, je vais reprendre un article que j'ai écrit il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Le sens du devoir ». Et je me référais à ceux de 1914. C'était à peu près pareil, c'était les enfants de tous les Français. Et le titre, c'était « Le sens du devoir face à l'horreur de la guerre ». Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'engagement individuel, un jour, ça doit se rapprocher du devoir. Et le problème du mot « devoir », je ne l'ai pas entendu depuis 2 jours. Nous avons des gens qui font de la communication, qui font de l'indignation, et pourtant le fond du sujet, c'est le devoir. Si j'ai moi, citoyen, je sens que je dois faire, que ce soit en raison de la loi ou pour des raisons morales, je dois faire quelque chose, je le fais. En 1914, la question ne s'est pas vraiment posée. On avait le devoir de défendre le pays. Et là, tout de suite, ce mot-là a complètement disparu. Et on entend depuis 10-20 ans, beaucoup de politiciens, de gauche comme de droite, parler des droits, oui, mais où sont les devoirs? Là, on a le cas concret. Êtes-vous prêt à faire votre devoir pour défendre votre pays? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a peut-être aussi une nuance qui n'a pas été faite, parce que c'était un amalgame, et je regrette quand même qu'on ait pris que 10 mots sur un discours d'une demi-heure quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et cet amalgame, c'est que peut-être qu'il aurait fallu préciser au niveau du chef d'état-major des armées que l'armée professionnelle, c'est fait pour faire la guerre à l'extérieur, mission première, mais qu'on demande aux citoyens d'être capables de défendre son pays sur le territoire national. Et peut-être que cette notion n'a pas été bien mise en avant. Ce que demandait le général Mondon, c'est qu'effectivement, chaque citoyen fasse son devoir. Si on est professionnel, on accepte la guerre à l'extérieur parce que c'est notre métier. Et si on est citoyen capable de défendre son pays, on défend son pays à l'intérieur. Alors cet ancien ministre de la Défense, Jean-Marie Bockel, qui a perdu donc son fils au Mali, que dit-il? Oui, il a souffert dans sa chair. Il sait ce que c'est, lui, de perdre un enfant, concrètement. Eh bien, il soutient le chef d'état-major des armées. Écoutez. Je le connais, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui lorsque j'avais ma mission sur la reconfiguration des bases militaires françaises en Afrique. Il était à l'époque le chef d'état-major particulier. Entre Thierry Burkhardt, son prédécesseur, et lui-même, nous avions une relation régulière et fluide. Et pour moi, Fabien Mondon est tout sauf un 20 ans guerre. C'est quelqu'un de calme, de réfléchi,
il n'est jamais dans la provocation, et donc je pense que son message était, en tout cas c'est ainsi que je l'ai perçu, un message totalement pensé et assumé. À partir du moment où il y a, sans même parler de guerre, mais où il y a des combats, et où il y a des soldats qui sont dans des actions de combat, il y a le risque d'être blessés, d'être tués. Les soldats le savent, les familles de soldats, surtout lorsqu'ils sont engagés dans des OPEX ou autres opérations, le savent. Et je pense que c'est une manière de rappeler que la guerre sans risque, ça n'existe pas. Ben, la nation doit avoir cette force morale d'assumer ce risque, alors qu'on est dans une société où cette perspective, depuis quelques décennies, a au fond complètement disparu, comme l'on dit, des écrans radars. Pour moi, je pense que il était dans son rôle de le rappeler, quoi. Et on sait bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'engagement politique ou politicien ou partisan, plus exactement. C'est le chef d'état-major de l'armée de la nation, dans laquelle tout le monde doit pouvoir se reconnaître et se retrouver. Et de temps en temps, parler vrai, c'est aussi son rôle. C'est aussi d'ailleurs depuis très longtemps dans la tradition militaire française. Voilà, simplement, au moment où c'est dit, ça suscite des réactions. C'était peut-être le but d'ailleurs. Peut-être que c'était le but, il vous rejoint là, général. On a justement une réserviste en direct avec nous, capitaine Nelly. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes réserviste, vous, à la Latte. On vient d'en parler parce que c'est là où servait le fils justement de Monsieur Bockel, l'aviation légère de l'armée de terre. Vous êtes réserviste depuis 18 ans. Est-ce que ce sont des mots qui vous ont fait écho à vous? On va revenir à ce qu'a dit le général Mandon, c'est-à-dire que la France doit accepter de perdre ses enfants. C'était une manière de rappeler que la France, elle devait aussi savoir qu'il faut de temps en temps se sacrifier. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a particulièrement parlé? Alors moi, j'ai démarré en 2007 la réserve, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas le même contexte actuel, même contexte géopolitique qu'aujourd'hui. Pour autant, ça n'entache pas mon envie de servir mon pays. Et le métier de militaire, c'est un métier à risque selon les spécialités qu'on a, les régiments dans lesquels on exerce. Donc je pense qu'arrivé le moment venu, il faudra que chacun prenne sa part du contrat, sa responsabilité et fasse son devoir de militaire pour défendre son pays. Ça fait partie du jeu. Mais vous, capitaine, vous-même, est-ce que, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, mais est-ce que vous avez dit à vos proches qu'un jour, s'il y a un conflit et si on fait appel à la réserve, c'est probable parce que maintenant on compte beaucoup sur la réserve. On parle de faire grossir la réserve. Vous êtes officier de réserve. Est-ce que vous avez dit à vos proches, aux gens qui vous aiment, peut-être qu'un jour, moi, je serai mobilisé avant les populations civiles, aux côtés des régiments qui sont sur le front, et par conséquent, je peux faire partie de ces sacrifiés dont a parlé le général Mandon cette semaine. Vous leur avez dit ça, vous les avez préparés, vous vous êtes d'ailleurs vous-même préparé à l'hypothèse de mourir un jour au combat. Pardonnez-moi d'être aussi cru, mais c'est ce dont on débat depuis mardi. Alors non, je ne l'ai pas évoqué de telle manière auprès de ma famille. C'est vrai que là, l'actualité, ça grossit de plus en plus, c'est de plus en plus tendu. On recrute 2 fois plus de réservistes jusqu'à 2030-2035. J'ai pas discuté ouvertement de ça avec ma famille, mais le moment venu, je le ferai de manière beaucoup plus concrète, quand ça deviendra beaucoup plus tendu. Mais après, je me suis pas moi-même posé la question. Le jour où je me dis demain je dois partir, et donc je vais devoir réaliser que potentiellement je vais aller sous les feux, je dis pas que je vais pas avoir d'appréhension, parce que c'est réserviste, c'est un métier par intérim, en plus de mon métier de civil. Donc c'est pas une question qu'on se pose peut-être plus facilement que le militaire d'actif, mais en tout cas on s'y prépare. Donc en fonction des rôles, des régiments et des spécialités dans lesquelles on travaille, c'est vrai qu'il y aura aussi une différence. Je me dis que je vais partir avant le civil, mais potentiellement, je partirai peut-être après le militaire d'actif aussi. Donc, je le mesure petit à petit. Pour le moment, je me mets pas encore trop de pression. Voilà, on doit doubler les effectifs, il faut faire des formations, il faut encadrer, il faut se renouveler sans cesse et consolider nos acquis. Donc, je raisonne vraiment petit à petit. Vous restez avec nous, on va vous demander justement les raisons de votre engagement, parce qu'il est ancien maintenant, puisque ça fait 18 ans que vous avez fait ce choix. Oui. D'abord, on va continuer ce débat sur le plateau. Isabelle, on entend les réactions les unes après les autres. Le témoignage de Jean-Marie Bockel, il est extrêmement puissant.
il apporte presque un peu de raison dans ce bruit et la fureur qu'on a entendu depuis plusieurs jours. C'est très compliqué d'intervenir après le ministre Bockel, après vous, général, après le capitaine qu'on vient d'entendre, parce qu'effectivement, là, on voit des gens qui ont, pour le ministre, été touchés dans leur chair, pour vous qui êtes partis au combat, pour cette jeune femme, pareil. Donc, bien sûr, on entend et on comprend cette parole militaire, dont vous avez raison de rappeler que c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une armée de métier qu'on ne doit pas être tous derrière son armée. Et vous avez parfaitement raison de le rappeler. Par contre, là où je ne suis d'accord ni avec vous, général, ni avec le ministre Bockel, c'est que le SEMA, dans sa prise de parole, a eu une prise de parole politique. Et la question, au fond, c'est est-ce que c'était à lui d'annoncer à la nation, en tant que SEMA, donc chef d'état-major des armées, cette, au fond, comment dire, mise en garde martiale pour la France. Je ne pense pas, en fait. Je pense que c'était le rôle du président de la République. Et ça aurait dû être le rôle du président de la République à la nation, peut-être, ou une allocution devant le Parlement. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous voulez, tout ça me paraît incroyablement gênant. Alors, je ne vous dis pas que l'armée devrait continuer à être la grande muette, mais par contre, de faire comme si, au fond, cette parole politique n'était pas politique, c'est faux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que le principe ce que vous dites, politique, militaire politique, ce que vous évoquez à l'instant, c'était au président. Le principe du défilé du 14 juillet, je ne sais plus quel général nous rappelait ici, peut-être vous, mon général, que finalement c'est un moment, le 14 juillet, où l'armée vient déposer ses armes devant le politique. Et finalement, c'est une idée révolutionnaire. L'armée est vraiment elle est soumise aux politiques. Soumise aux politiques, enfin, ceux qui nous gouvernent, voilà. C'est important, ce n'est pas une dictature d'Amérique du Sud, quoi. On est la République française. Et c'était peut-être le job du président de dire attention, la France doit accepter l'idée de perdre ses enfants, la phrase du chef d'état-major, c'était peut-être plus à Emmanuel Macron de dire ça éventuellement que le chef d'état-major des armées, qui est là pour exécuter les ordres du chef des armées qui est Macron. Oui, effectivement, on est dans un état de droit, donc l'armée est soumise aux politiques, c'est la différence entre une démocratie et un régime militaire. De prime abord, je me suis dit effectivement que les chefs d'état-major, Fabien Mandon, il frappe très fort. Il frappe très très fort. Avec, moi on m'a posé, depuis la phrase, on m'a posé 15 fois la question, de gens de tous âges. Même à la rédaction, ou des gens qui ne suivent pas forcément heure après heure l'actualité, qui m'ont dit mais il va y avoir une guerre dans 2-3 ans. Énorme diffusion sur les réseaux sociaux. Donc, premier objectif, il a frappé fort. Je vous coupe, mais je vous rends le micro. Ouais. Premier objectif, accepter les efforts. Vous avez vu, puisque vous parlez de la guerre, que quelqu'un a dit, je ne sais plus quel général, nous allons peut-être connaître l'été prochain le dernier été en paix. C'est le ministre allemand de la Défense. C'est le ministre allemand de la Défense. Nous allons peut-être connaître l'été prochain le dernier... Non, l'été que nous avons vécu là en 2025 était le dernier en paix. En paix. L'été qu'on a vécu là, quand j'étais en Gascogne et en Espagne avec mes enfants, c'était donc le dernier été en paix que nous allons, selon le ministre allemand de la Défense, qui n'est pas quand même le pilier de bistrot du coin. Non, mais c'est énorme. On a les deux plus grands pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne n'étant plus dans l'Union européenne, qui, coup sur coup, disent des phrases qui sont extrêmement inquiétantes. Donc il a frappé fort, il demande effectivement aux Français de faire des efforts. D'ailleurs, le regret, je trouve, c'est que cette phrase sur les enfants, il aurait dû dire les enfants de la nation, on appelait ça autrefois les militaires. Ça aurait évité, on va pas demander on va pas nous demander, nous, Éric, Magali, Isabelle, le général Si peut-être, d'aller sur le front. Et d'aller se battre en Alsace parce que les chars russes arrivent. C'est pas ça le problème. Mais vous savez, Renaud, aussi pourquoi il y a eu cette confusion. Et vous le savez mieux que personne, puisque c'était vous qui aviez repéré ce sujet. C'est parce qu'il y a eu la question de la conscription volontaire et du service militaire volontaire qui est ressorti là il y a 2 jours et qui est sorti du côté de Macron. Donc, simultanément, vous voulez dire. De façon simultanée, on a eu le télescopage de ces deux actualités, le retour du service militaire et cette annonce de les enfants partent en guerre. Et le kit d'urgence. Et le kit d'urgence. Vous avez raison. Et le kit d'urgence. Ah là là, le kit d'urgence, oui. On en a parlé. Je termine sur les efforts. Les efforts, effectivement, ils sont faits. Et donc, moi, le regret que j'ai, c'est effectivement... Parce que je crois qu'il a raison.
Sur le pour fond. ou contre, oui, sur le fond, il a raison. Il a raison de nous prévenir. Quand on voit la Russie qui veut 2 millions de soldats en 2030. 2030, c'est demain, hein. C'est dans 4 ans. Oui, c'est ça. 2 millions de soldats. 45% du budget de la Russie est désormais consacré à l'armée. S'il y en a un qui a effectivement mis son économie en économie de guerre, c'est la Russie. Il ne faut pas ça pour rien. Ouais. Dugin, le philosophe, il faut relire Poutine, Dugin, tout. La fuite en avant de la Russie vers la guerre. Qu'est-ce qu'ils feront s'ils font pas la guerre? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils ont maintenant la moitié de leur budget. Ils pompent la sécurité sociale, ils pompent le logement, ils pompent les loisirs, ils pompent tout, Poutine. Qu'est-ce qu'il fera s'il ne fait pas la guerre? Pour l'Ukraine. Il faut une guerre. C'est pas juste pour Il l'Ukraine. faut une guerre, c'est- mais une vraie guerre. Donc pays baltes, Pologne, on ne sait pas.